Bonjour à tous, je m'appelle Élodie Vernery et je vais vous accompagner tout au long de ce MOOC. Mon objectif est de vous permettre d'appréhender au mieux la démarche entrepreneuriale. La GSC est une assurance chômage pour le dirigeant d'entreprise. De ce fait, nous sommes en contact permanent avec de nombreux chefs d'entreprise. À mesure que nous les suivons dans leur quotidien, nous comprenons de mieux en mieux les enjeux des entrepreneurs. De l'idée aux 5 premières années de développement, les questions sont nombreuses. C'est pourquoi j'ai décidé de vous proposer ce MOOC. Comme indiqué au départ, mon rôle sera de vous accompagner dans cette formation. À chaque session, je vous apporterai les éléments fondamentaux issus de nos observations et de nos échanges avec les entrepreneurs de notre écosystème. Tous les modules seront agrémentés de témoignages de start-upers, chefs d'entreprise et experts. Mon objectif est de vous permettre d'avoir les clés de réussite pour vos projets de manière pédagogique, certes, mais aussi grâce à l'appui de témoignages réels. Enfin, il est important de rappeler que l'entrepreneuriat n'est pas une science exacte. Les parcours et profils d'entrepreneurs successful sont nombreux. Du self-made man à l'étudiant de grandes écoles en passant par l'ancien cadre de grands groupes ou l'artiste, nous ne comptons plus les belles histoires. Personne ne pourra valider la thèse qu'il faudrait être extraverti ou l'inverse, analytique ou l'inverse, et même visionnaire ou l'inverse. Entreprendre, c'est une aventure humaine avant tout. Elle est faite de rencontres et d'opportunités. Dans ce premier chapitre, nous allons parler des rencontres, et plus particulièrement de la première, celle des associés fondateurs. Pour nous accompagner dans ce module, nous ponctuerons mes mots par des échanges avec Sébastien Tanguy, cofondateur de Testapic, et Ève Chegaray, coach d'entrepreneurs. Les belles histoires d'entrepreneurs semblent souvent s'associer à l'histoire d'un homme ou d'une femme. Pourtant, il n'existe que très peu de grandes sociétés à actionnaires uniques. Bien sûr, il existe 2 types d'actionnaires. Les actionnaires actifs, qui ont un rôle dans l'entreprise, et les actionnaires passifs, qui ont simplement investi. Mais tout de même, connaissez-vous Dustin Moskovitch, Eduardo Saverin, Chris Hughes? Ils sont pourtant les associés fondateurs de Facebook, aux côtés du très populaire Mark Zuckerberg. Steve Jobs a cofondé Apple avec Steve Wozniak. Et pour revenir à nos réussites françaises, Jacques-Antoine Grandjean a fondé venteprivée.com avec pas moins de 7 actionnaires. L'entrepreneur, c'est celui qui sait mettre en action ses intuitions. L'entreprise doit donc généralement sa naissance à la détection d'une opportunité et à la capacité de l'entrepreneur à y répondre. Cependant, il existe un adage en entrepreneuriat. Une bonne idée portée par une mauvaise équipe a beaucoup moins de chances de succès qu'une mauvaise idée portée par une bonne équipe. Avez-vous déjà consulté les dossiers de candidature aux plus grands incubateurs ou accélérateurs? La description de l'idée se fait généralement en un tweet, soit 140 caractères. Par contre, l'espace réservé à la présentation de l'équipe projet est libre. Tous les investisseurs vous diront qu'ils investissent avant tout sur l'équipe. Et lorsqu'on y réfléchit à 2 fois, cela paraît plutôt logique. N'oubliez pas que PayPal était au départ une banque en ligne et Facebook, un simple trombinoscope d'étudiants. Nous avons l'habitude de dire que l'idée représente 5% du projet. Porter un projet est donc une tâche extrêmement lourde à mener seule. En dehors de la quantité de travail nécessaire à la création et la gestion d'une entreprise, l'entrepreneur doit sans cesse prendre le temps de challenger son projet pour l'amener plus loin. De mon expérience, la majorité des entrepreneurs que j'ai rencontrés et qui ont démarré seuls se sont mis à chercher des associés opérationnels au cours des 2 premières années. Trouver la bonne personne n'est pour autant pas si simple. Faut-il effectuer un mariage de compétences? Je suis un bon commercial et lui bon gestionnaire. Faut-il s'unir par affinité de profil? Je suis extraverti et elle plutôt réservée. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le sujet, mais peu de vraies réponses. La seule affirmation que je peux faire ici est la suivante. Vous aurez constaté que j'ai utilisé 2 mots en lien avec la vie conjugale, mariage et s'unir. Ce n'est pas pour rien. S'associer, c'est l'assurance que vous allez passer pendant au moins les 5 premières années plus de temps avec votre partenaire de travail qu'avec votre partenaire de vie. Il est donc extrêmement important de prendre ce paramètre en compte lors de votre choix de projet. Parlons-en tout de suite avec Sébastien Tanguy, cofondateur de Testapic, notre entrepreneur. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc nous venons de parler de la constitution de l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
comment sont les profils dans votre entreprise. Est-ce que ce sont essentiellement des geeks ou bien est-ce que les profils sont plus variés? Alors chez Testapic, nous sommes 4 cofondateurs. Testapic est une solution innovante. Pour autant, les 4 cofondateurs ne sont pas que des geeks. On a tous une appétence forcément avec le domaine du web, mais à des degrés différents et avec des compétences différentes. Donc ces 4 cofondateurs, l'idée c'était vraiment d'avoir une équipe qui soit complémentaire, aussi bien d'un point de vue des compétences que de la personnalité. Rodolphe, par exemple, qui est le lead UX chez Testapic, c'est notre expert métier. C'est notre profil le plus créatif. C'est lui qui conçoit toutes les solutions innovantes qu'on déploie au sein de nos différents produits. On a aussi Pascal, qui lui, pour le coup, est notre geek maison, qui développe toutes les solutions techniques. C'est notre expert métier. Il est aussi maintenant en charge d'une équipe technique qui développe l'ensemble de tous les produits que nous mettons à disposition de nos clients et de nos utilisateurs. Nicolas, le président de la société, qui lui a un profil plus commercial, aussi bien académique que professionnel. Il a vraiment en charge tout le business développement de la société. Il est bien sûr en charge aussi de toutes les missions stratégiques du développement de la société. Et moi-même, qui est un profil plus ingénieur, donc avec des compétences différentes, qui est plutôt le rôle de chef de projet dans la démarche et vraiment de créer de la cohésion au sein des équipes et puis de développer les nouveaux produits que nous mettrons à disposition de nos clients. Ce qui est important, je trouve, dans les profils et dans les personnalités qui composent l'équipe, c'est vraiment d'avoir aussi bien une complémentarité sur les compétences que sur les personnes. L'idée, c'était vraiment de créer de la synergie et de l'émulation entre chacune des compétences. Donc, on a passé beaucoup de temps au début de la création de la société à se mettre d'accord sur ce qu'on voulait faire, passer du temps à définir nos objectifs, quelle est la finalité de la société. Ça, c'est important pour créer de la cohésion au sein de l'équipe et puis pour vraiment se mettre tous les 4 en ligne de marche sur ce qu'on veut faire. Et puis comment on veut le faire. Donc on s'est vraiment tout de suite mis d'accord sur, je dirais, le rôle de chacun au sein de l'équipe, passer du temps à définir, on pourrait appeler ça des postes, mais en tout cas au moins des domaines d'intervention particuliers sur lesquels les autres associés ne feront pas d'ingérence. Donc on a chacun vraiment nos rôles bien définis et l'idée c'est vraiment de pouvoir créer à un moment donné des synergies sur les projets qu'on développe avec des aspects techniques. Donc on va plutôt faire appel à des compétences de rigueur, des aspects créatifs pour toujours être en avance de phase et puis travailler à l'expérience utilisateur vraiment avec une notion toujours un cran d'avance par rapport à ce qui peut exister sur le marché. Et puis en même temps, bien sûr, l'aspect commercial à ne pas délaisser, créer un produit technologique très bien, mais il faut aussi savoir le commercialiser, être en adéquation avec la demande du marché, les attentes. Et donc ça, c'était tout le rôle du business développement, de créer justement de la synergie entre ce qui remonte du marché, le besoin, et puis ce qu'on est capable de développer aussi avec les compétences que nous possédons en interne. Donc si on revient un petit peu sur les origines de la société et les compétences, vraiment, je pense que ce qui est important et ce qui fait aujourd'hui ce qu'on est et la vitesse à laquelle on se développe, c'est qu'on s'est vraiment tous mis en ordre de bataille, on pourrait dire, pour se donner un maximum de chances de réussir et d'avoir des compétences qui sont vraiment je dirais dans une ligne directrice commune qui permettent d'avancer de façon cohérente. Vous l'aurez compris, c'est comme dans un couple. Il n'y a pas toujours de logique derrière l'association. Cependant, je vous encourage à répondre aux questions suivantes. Sommes-nous attirés par l'univers, le marché du projet? Pas l'idée, parce qu'elle évoluera forcément. Avons-nous tous les deux une ambition de vie similaire sur au moins les 5 prochaines années? Si l'un des 2 associés rêve de faire une expatriation l'année prochaine, ça risque de compromettre le projet. Avons-nous tous les 2 la même ambition? Elle sera aussi amenée à évoluer. Mais assurez-vous au moins au départ qu'il ou elle ne souhaite pas monter un petit restaurant de quartier et vous, une chaîne de restaurants de franchise dans le monde. Allons-nous apporter le même engagement dans le projet? Cela vous aidera par exemple à déterminer la répartition des parts, en dehors de l'aspect financier. Cette question est la cause de nombreux conflits à moyen terme. Et surtout, sommes-nous humainement compatibles afin de travailler ensemble de manière soutenue et très efficace? Ces questions peuvent paraître logiques, mais je vous assure que dans l'excitation de la découverte d'une grande idée, il n'est pas rare pour les entrepreneurs de passer à côté. N'oublions pas que de nombreux projets échouent suite à un conflit entre les associés. Vous vous posez certainement la question suivante en ce moment. Oui, je comprends tous ces éléments, mais comment trouver la bonne personne? Avoir de la chance? Oui, si vous acceptez, maintenant que vous êtes entrepreneur, que la chance est une compétence.
Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à découvrir la vidéo de Philippe Gabillet sur le facteur chance. La chance, c'est aussi savoir se créer des opportunités. Et le meilleur moyen, lorsqu'on est entrepreneur, est de faire des rencontres. Famille, amis, anciens collègues, anciens camarades de classe, vos futurs associés peuvent être partout. S'ils ne sont pas dans vos premiers cercles, n'hésitez pas à aller les chercher. Il n'y a pas à ce jour de bourse à idées ou de plateforme de matching d'associés. Certains ont essayé, mais c'est un sujet difficile. Par contre, il existe de nombreux événements dédiés aux entrepreneurs en France. Nous en reparlerons dans un prochain chapitre. Mais les plus productifs pour la création d'équipes entrepreneuriales sont peut-être les fameux concepts Startup Weekend. Il y en a régulièrement et vous êtes certain d'être en immersion pendant un week-end avec un grand nombre d'entrepreneurs dans le même cas que vous. Vous pourrez en plus avoir une première expérience de travail ensemble. Retournons voir comment notre entrepreneur a rencontré ses associés. Donc Sébastien, on l'a vu, toutes les entreprises naissent d'une rencontre. Comment avez-vous rencontré vos associés ? Alors, une entreprise, c'est d'abord une équipe. Et il se trouve que moi, j'ai rencontré l'un de mes associés en faisant un sport d'équipe, en faisant du football, tout simplement. Donc, c'est parfois des rencontres inattendues. Mes 3 associés sont des anciens collaborateurs de chez Sologer.com, qui travaillaient tous déjà ensemble avant. Ils avaient déjà en fait eu une expérience professionnelle en commun. Et puis, il se trouve qu'en échangeant avec l'un de mes associés, on s'est rendu compte qu'on avait des enjeux communs, des enjeux où on avait des besoins sur une solution qui n'existait pas encore sur le marché français. Et donc finalement, en parlant au fur et à mesure, chaque semaine, après les matchs, dans les vestiaires, on s'est rendu compte qu'on avait une appétence commune pour travailler sur ce type de projet. Et puis l'équipe est partie de là. J'ai rencontré mes autres associés ensuite, autour d'une bonne bière. On a commencé à échanger sur le projet et puis on a avancé en parallèle de nos activités professionnelles respectives. En se voyant à un rythme suffisamment soutenu, on se voyait à peu près de façon hebdomadaire. Et puis, au fur et à mesure, on a avancé comme ça, on a appris à se connaître, on a appris à connaître nos forces et nos faiblesses aussi, à en avoir conscience, et puis à savoir exactement ce qu'on voulait faire de la société. Donc, ce qui est vraiment important, c'est ce que je retiendrai de cette rencontre, c'est que ça arrive à un moment où on ne s'y attend pas forcément, avec des personnes qu'on ne connaissait pas forcément toujours avant. Donc il y a une phase d'apprentissage aussi, je dirais de prise de température sur la manière dont les associés travaillent et se comportent dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle, qui est une phase très importante. Il y a un moment donné où on doit se jauger un peu les uns les autres. Il y a aussi des moments de friction. Je dirais qu'un des avantages, c'est que du fait qu'on soit 4 hommes, on a tendance à se dire vraiment très librement les choses. Donc ça aide. Ça a été aussi un des facteurs, je pense, de réussite, la transparence entre nous et notre capacité à savoir aussi à un moment donné se remettre en cause et puis se challenger les uns les autres. C'est aussi important pour avancer. Maintenant que vous avez formé votre équipe et que vous vous êtes posé les bonnes questions, il va falloir identifier vos clés de succès et vos défauts en tant qu'équipe par rapport à votre projet. Nous partirons ici du principe que vous êtes une équipe avec une idée. L'erreur que font de nombreux entrepreneurs est de foncer tête baissée dans l'opérationnel. Bien sûr, vous allez devoir vous mettre en action rapidement. Il sera pourtant important de prendre le temps de construire l'équipe. Nous l'avons vu, les typologies d'équipes sont nombreuses. 2 questions peuvent être posées. Avons-nous des profils psychologiques similaires ou complémentaires ? Avons-nous des compétences similaires ou complémentaires également ? Dans les 2 cas, il faut avoir conscience que les similitudes de comportement sont aidantes dans la fluidité des échanges, mais qu'elles peuvent aussi être dangereuses à court terme pour l'entreprise et à moyen terme pour l'équipe. Pour l'entreprise, car l'approche que vous prendrez sera fortement influencée par votre profil. 2 ingénieurs ensemble prennent le risque de monter une entreprise très tech et loin des attentes du marché. Pour l'équipe, car l'aventure entrepreneuriale laisse ensuite place à la gestion d'une entreprise structurée. Quelle place pour chacun alors ? Beaucoup de qualités humaines vont aussi être nécessaires à la réussite de votre équipe projet. Votre capacité à lâcher prise et faire confiance à vos associés sur des tâches. Cela vous aidera aussi grandement dans votre management plus tard. Votre capacité à contrôler votre leadership. Si vous êtes engagé dans une équipe entrepreneuriale, c'est que vous avez une forme de leadership en vous. Pourtant, il va falloir le gérer entre les associés afin d'éviter le conflit. Et enfin, votre capacité à communiquer. L'ensemble de ces interrogations trouvent réponse au cours des premiers mois de travail sur le projet. Si vous êtes accompagné,
les points d'avancement réalisés avec votre coach ou mentor permettent souvent de prendre ces temps de réflexion avec vos équipiers sur les questions d'ordre psychologique. Voyons ce qu'en pense notre experte Ève Chegaray, coach d'entrepreneurs. Bonjour Ève. Bonjour Elodie. Alors on parle d'association réussie, c'est ça? Exactement. Bon, moi je crois qu'une association c'est encore plus difficile à réussir qu'un couple, mais pour la peine quand ça marche c'est extraordinaire. Ça permet aux entreprises de déplacer des montagnes. On sait que seul on peut aller vite, mais c'est à plusieurs qu'on peut aller loin. Donc c'est hyper important de savoir s'entourer. Et quand on a trouvé le ou les bons associés, il faut vraiment préserver ça comme quelque chose d'extrêmement précieux. Alors, c'est peut-être plus facile de regarder ce qui ne marche pas et d'en déduire comment anticiper ça. On sait qu'entre associés, il peut y avoir des tensions, des rivalités. J'en connais qui parlent ouvertement de jalousie. Et finalement, le cœur de ce qu'on peut construire, c'est dans tout ce qui va être difficile de se dire, de s'avouer, qu'on va aller trouver ces choses-là essentielles. La répartition des rôles, c'est un petit peu facile à dire, comme ça, enfin, ça sonne bien, on l'entend partout, j'entends parler d'équipes complémentaires, c'est comme si c'était devenu une espèce d'évidence. Il suffirait d'avoir fait des écoles, par exemple, différentes, d'avoir eu des cursus différents pour être complémentaire. La complémentarité, elle est dans bien d'autres choses. Donc, c'est dans la capacité des associés à en parler, à vraiment nommer les choses, qu'on va trouver des ressorts. Parce qu'il faut commencer, mais il va falloir durer. On peut peut-être y aller par étapes, comme ça. Donc, dans cette question de la communication, avant, évidemment, on est porté par le projet, enfin, avant ou au lancement du projet, on est porté par l'idée, par l'enthousiasme, peut-être même qu'il y a de l'adrénaline dans l'air, donc ça motive tout le monde, et on a l'impression que ça va forcément plutôt bien se passer. Quelquefois, certains repèrent des choses qui pourraient être déjà prêtées attention et finalement vont peut-être ne pas le dire. Donc, quand vous sentez que quelque chose est tendu, abordez le sujet. Vous pouvez être sûr que si c'est un peu tendu maintenant ou que ça vous met un peu dans l'embarras ou que ça pose question, imaginez quand il va y avoir des trous de trésorerie, des clients qui ne règlent pas ou des investisseurs qui se rebiffent, tout ce qu'on peut imaginer, ça va être encore plus difficile. Donc, anticipez ça, allez au-delà. Une autre chose que j'entends, c'est que on ne parle pas, on n'est pas là pour parler des choses trop personnelles. Moi, j'ai remarqué qu'entre associés, peut-être qu'au-delà des valeurs, c'est assez facile d'être d'accord sur le fond. Quel est l'objectif de la boîte? Quelles sont nos valeurs communes? Ce qui est difficile, c'est de regarder en termes d'âge, de projet personnel, de famille ou pas famille, couple ou pas couple. Est-ce qu'on a du patrimoine ou pas? Ça, c'est très déterminant. Une entrepreneuse me disait il y a quelque temps, avec mes associés, on est hyper alignés parce qu'on est tous à un même stade de nos vies personnelles et professionnelles, des couples avec des jeunes enfants et puis des prêts immobiliers sur le dos. Donc on a les mêmes enjeux, on a les mêmes choses à gagner, on a les mêmes choses à perdre. Et finalement, ça les soude parce qu'ils sont en ligne sur ça et ils savent ce qui est important aussi pour les autres. Donc j'ai remarqué que quand les situations personnelles sont très différentes, ça peut créer des jalousies, voire des trucs très très tendus. Donc faites attention à ça. Il n'y a pas d'autre moyen. Pour communiquer, il faut se parler et écrire. Une bonne communication, c'est toujours les deux. C'est de l'écrit et de la parole. Voilà. Donc certains vont être plus à l'aise de faire un petit mot, de lister ce qui est important pour eux. Je parle au-delà du pacte d'associés, de tout ce qu'on va faire avec son avocat, etc. Donc, passer par l'écrit, pourquoi pas, s'échanger des mots, des mails qui évoquent ce qui est important. Et en parler après, prendre un temps, peut-être se voir en dehors du bureau ou de ce qui sera le bureau, se mettre au vert. Voilà, ça, c'est important. Et puis, pour ceux qui sont très à l'aise à l'oral, qui vont peut-être échanger beaucoup d'idées, eh bien là, je fais le conseil complémentaire. Prenez du temps pour formaliser. À nouveau, au-delà du pacte d'associés et de la partie très officielle de votre association, mettez par écrit si vous avez déjà beaucoup parlé. Je pense ensuite au point d'étape. Là, on était un peu sur le lancement.
la boîte se développe, on a des difficultés au début, mais qui sont celles du lancement, donc toujours avec un peu l'excitation du début. Et puis il y a des moments de creux, il y a des moments où on cherche un second souffle, par exemple. Et dans ces moments-là, aussi entre associés, on doit se parler, se rappeler qu'on est là ensemble pour réussir, qu'on n'est pas en compétition, que la ressource la plus précieuse qu'on a à proximité de soi, c'est justement l'associé. Il y a des entrepreneurs qui adoreraient avoir l'associé d'un tel. Donc il faut vraiment se rappeler ce qui nous a séduit dans cette personne-là, ce qui nous a convaincus, ce sur quoi on a voulu capitaliser. Et encore, se le dire. C'est comme l'amour. Hein. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc il faut passer par la démonstration. Et puis quelquefois, d'ailleurs nous les coachs ou les médiateurs, on nous appelle quand ça ne va vraiment pas du tout. Alors, vous le devinez, Élodie, souvent quand on intervient, c'est qu'il est déjà un petit peu tard. Alors, on n'a pas forcément la prescience de faire intervenir un médiateur ou quelqu'un qui va aider assez tôt. Moi, je conseillerais de le faire. Ça peut être quelqu'un de l'entourage aussi, hein, dont on sait qu'il est objectif, méthodique. Parce que c'est difficile de mettre 2 associés ou 3 associés face à leurs contradictions, leurs paradoxes, leurs actions, être factuels, mixer tout ça. Et pourtant, c'est un travail hyper intéressant. Il y a des moments dans notre vie où on fait des check-up santé. Moi, je propose le check-up associé. Voilà, faire le point de façon très rationnelle quand même. Hein. Et puis, dès qu'on dit qu'on va dans le rationnel, finalement, on se rend compte que l'émotionnel et l'irrationnel et l'émotionnel s'invitent aussi dans l'histoire. C'est important, mais voilà, en tout cas, en tant que médiateur, on est là pour dépassionner un peu les choses. Malheureusement, voilà, quelquefois, c'est un peu trop tard. Je pense que c'est important de savoir se quitter en bons termes, en voyant ce qu'on a appris sur soi, sur les autres, sur son métier, ce qu'on refera ou ne refera pas. Hein. Il y a toujours des enseignements à tirer. Puis quelquefois, on a des passages de cap importants. Un associé va partir, un autre va entrer. C'est la vie des organisations, ça je l'entends aussi souvent. Et ce sont des passages aussi auxquels il faut donner beaucoup d'attention. Je pense que dire au revoir à un associé qui a donné beaucoup, c'est important de le faire avec classe, élégance. Accueillir le nouveau aussi. C'est pas facile de rejoindre une équipe fondatrice qui est déjà bien lancée. Finalement, comme dans la vie, tous les passages de cap sont des moments clés. D'ailleurs, on s'en souvient. On se souvient tous, je ne sais pas, d'un entretien d'embauche ou du moment où on est arrivé dans une équipe. Et là, c'est la même chose, c'est fondateur. Et puis, je crois qu'au-delà de comment fonctionner, ça peut aussi être des moments de plaisir et ça peut porter une boîte très loin. Savoir célébrer les choses, savoir se dire ce qu'on apprécie chez les autres, ce qui a été réalisé avec talent. Voilà. Célébrons nos talents entre associés, sachons nous dire ce qui fonctionne bien, parce que ça aussi, ça donne des ailes et ça permet à une boîte d'aller vers le succès. Merci pour ces précieux conseils, Ève. Avec plaisir, Élodie. Concernant les questions de manque de compétences, plusieurs options s'ouvrent à vous. Je préfère vous mettre en garde sur l'option de donner des parts à des personnes ayant les compétences nécessaires. Vous avez compris, grâce à ce module, les enjeux d'une association. Je comprends tout à fait que lorsqu'on a un budget restreint, ce qui est souvent le cas au démarrage, il est tentant de proposer des actions contre des services. Nous le constatons très régulièrement pour les compétences techniques et notamment sur les développements web. Je vous rappelle à nouveau que l'association implique une participation soit à la vie de l'entreprise pour les associés actifs, soit au moins aux assemblées d'actionnaires tous les ans. Ce qui implique que les personnes à qui vous donnerez du capital au départ pour des services rendus seront au capital de l'entreprise jusqu'à leur sortie, dont ils seront maîtres. C'est un peu comme si vous cédiez un bout du terrain sur lequel vous construisez votre maison au maître d'œuvre pour le payer moins cher. Dans le cas où vous décideriez de réaliser une opération de ce type, assurez-vous que la personne qui dispose des compétences s'implique dans le projet au niveau de ce que vous lui offrez. Et surtout, que cette implication n'est pas ponctuelle. Avant d'envisager cette solution, assurez-vous d'avoir analysé toutes les autres options. Dans un premier temps, assurez-vous que le besoin que vous avez identifié ne peut pas être rempli par une solution existante. Si nous prenons l'exemple d'un site web ou d'une application mobile simple, beaucoup de solutions existent et peuvent permettre d'aller assez loin sans maîtriser le langage informatique. Rappelez-vous bien
2 choses. La première est que de nombreux outils ont été réalisés afin de permettre à tous de créer des applications, supports de communication, vidéos de présentation pour peu cher par tous. La deuxième est de vous concentrer sur la création de ce qui vous semble fondamental pour répondre à la promesse de votre entreprise. N'essayez pas de tout faire parfaitement dès le départ. Vous avez certainement entendu parler de l'approche Lean. Plus simplement, l'entrepreneur doit toujours être le roi de la débrouille et des économies. 90% des problèmes trouvent une solution chez les autres entrepreneurs. Monter un partenariat d'échange de marchandises est une pratique courante chez les startups. Vous allez vite être impressionné par la solidarité existante chez les entrepreneurs. Enfin, dans ce MOOC, nous reviendrons sur le financement de l'entrepreneur. N'oubliez pas qu'il est tout à fait possible de trouver le financement nécessaire à la création d'une première version de son outil. Vous pensiez certainement que nous entamerions ce MOOC par la découverte d'une idée ou d'une opportunité. À la question « Dans quel secteur et dans quelle région du monde faut-il entreprendre ?», je vous réponds par une autre question. Qu'aimez-vous et où avez-vous envie de vivre ? Tous les secteurs économiques sont en perpétuelle transformation et les opportunités ne manquent pas. Le plus difficile est donc de démarrer l'aventure, et d'autant plus lorsqu'on est seul. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le parcours de l'entrepreneuriat, nous avons souhaité vous donner les clés nécessaires à la construction de votre équipe. Retenez bien qu'il n'y a pas de règles, chaque parcours est unique. En revanche, les constats que nous faisons démontrent que les questionnements que je vous ai proposés vous permettront d'éviter certains pièges dans lesquels d'autres sont tombés. Je vous donne donc rendez-vous dans notre prochaine vidéo où je vous présenterai les grandes clés du financement de l'entrepreneur et les bonnes pratiques pour y accéder.